Aujourd'hui, à riposte, qu'il soit résolu de nationaliser l'Internet. Bonjour, mesdames et messieurs, je suis Simon-Nicolas Grandmaître et j'ai le plaisir d'être votre animateur. Aujourd'hui, à riposte, nous avons notre deuxième débat de demi-finale. Et oui, le temps est déjà arrivé. Les débatteurs de l'Université d'Ottawa vont continuer à se livrer une joute oratoire serrée pour pouvoir remporter le prestigieux prix de riposte, ainsi que 2 billets d'avion pour Paris et des bourses pour tous les étudiants finalistes. Alors aujourd'hui, comme deuxième sujet de demi-finale, nous avons qu'il soit résolu de nationaliser l'Internet. Certains diront que l'Internet est une commodité comme une autre et que si l'on désire y avoir accès, nous n'avons qu'à y payer. Dans un deuxième temps, on peut penser aussi que l'Internet, faire la métaphore avec l'électricité. L'Internet est devenu un service quasiment essentiel ou nécessaire dans la majorité de nos activités et nos interactions quotidiennes. Il fut un temps où l'électricité était gérée par diverses compagnies privées et nous avons peut-être certains problèmes d'accès au réseau, certaines questions de qualité, fiabilité, coût, et etc. Depuis plusieurs années déjà, nous avons nationalisé l'électricité, nous avons des compagnies d'État. Maintenant, nous posons la question, est-ce que l'Internet devrait être nationalisé? Est-ce que l'Internet est comme l'électricité? Est-ce que c'est un service qui serait maintenant rendu essentiel? Tels sont certains des grands thèmes que nos débatteurs aborderont aujourd'hui. Alors, cependant, les détracteurs de la nationalisation nous diront que c'est plus compliqué de nationaliser le réseau Internet qu'on pourrait croire, de nationaliser l'infrastructure, la bande passante ou les mégabits par seconde. Ceci est fixé en fonction de plusieurs critères économiques. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de nationaliser l'Internet? Pour en savoir plus, nous allons entendre nos débatteurs. Sans plus tarder, je vous présente Madame Vicky Lalande comme Première ministre. Bonjour Vicky. Bonjour Simon. Vicky étudie en psychologie. Pour l'appuyer, elle va avoir la chance d'avoir Madame Cassandra Simon comme membre du gouvernement. Bonjour Cassandra. Bonjour Simon. Cassandra étudie en lettres françaises ici à l'Université d'Ottawa. Pour s'opposer à cette motion, nous avons la chance d'avoir Madame Chantal Bellavance. Bonjour. Bonjour. Chantal étudie en droit civil à l'Université d'Ottawa. Et son collègue membre de l'opposition, M. Sébastien Dupuis, bonjour Sébastien. Bonjour Simon. Étudie également en droit civil ici à l'Université d'Ottawa. Ensuite, pour nous épauler et nous aider à naviguer les nombreux argumentaires, nous avons la chance d'avoir 2 juges. D'abord et avant tout, notre juge maison, Mme Cady Konaté. Bonjour Cady. Bonjour Simon Nicolas. Et dans un deuxième temps, nous avons la chance d'avoir comme juge expert invité M. Pierre-Yves Mayotte. Bonjour, M. Mayotte. Bonjour. M. Mayotte est économiste au ministère des Finances. Donc, avant d'entreprendre le débat, je tiens à rappeler que les propos tenus par les débatteurs ici présents ne sont pas nécessairement leur opinion, que nous leur avons imposé la motion et donc nous ne pouvons point leur en tenir rigueur de leurs propos. Alors, sans plus tarder, j'inviterai maintenant Madame la Première ministre pour un discours de 6 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. Bonjour tout le monde. Trouver un emploi, s'informer, communiquer, se divertir, s'éduquer, travailler, c'est toutes des façons que l'outil Internet appartient tout à l'Internet. Il est d'ailleurs un service essentiel, comme le CRTC, c'est-à-dire le Conseil de la radiodiffusion et de la télécommunication canadienne, l'a déclaré en 2016. Mais le service d'Internet n'est pas offert de manière équitable à tous les citoyens. En ce moment, les gens ne payent pas en fonction de leur réseau, mais bien en fonction de l'endroit où ils habitent. Il y a même 9 % des Canadiens, soit 3 millions de Canadiens, qui n'ont pas Internet en ce moment. Au gouvernement, nous proposons donc la motion qu'il soit résolu de nationaliser l'Internet. Nationaliser, c'est une opération financière visant à transférer une propriété privée à l'État en acquérant la majorité des actions d'une entreprise. Au gouvernement, nous voulons donc prendre les 5 principales entreprises qui gèrent Internet en ce moment, c'est-à-dire Bell, Vidéotron, TELUS, Rogers et Shaw, et acheter la majorité de leurs actions pour en faire une société d'État à qui on appellerait Réseau Canada.
Le gouvernement donnerait accès à Internet sur tout le territoire canadien avec un tarif uniforme, abaissé au strict minimum pour conserver une bonne gestion financière. Ainsi, tous les Canadiens vont payer pour ce qu'ils utilisent sans discrimination par rapport aux endroits qu'ils habitent. Il faut savoir que nationaliser l'Internet n'est pas de donner le pouvoir au gouvernement sous la direction du contenu. Nous nous engageons à respecter la volonté des citoyens sur ce plan et donc de rester avec les mêmes réglementations qui encadrent Internet aujourd'hui. Je vais donc passer à mes 3 arguments. Rendre public ce qui appartient au public, Internet en région et finalement participation à la démocratie canadienne. Mon premier argument, rendre public ce qui appartient au public. Présentement, la gestion d'Internet est éclatée due à quelques compagnies privées qui tentent de la gérer pour leurs intérêts personnels. En créant une société d'État, les citoyens auront du poids dans la direction que prend Internet. En effet, les compagnies privées sont soumises à ce qu'on appelle la loi du marché et donc leur stratégie est orientée dans la compétition et surtout dans leurs propres intérêts, et beaucoup d'argent est dépensé dans la publicité et dans leurs propres profits personnels. L'État a pour intérêt ses citoyens. Tout l'argent qui va être fait par rapport à Internet, qu'on va payer, va être réinvesti dans les infrastructures afin de développer les services. Ce qui fera en sorte qu'il y aura les infrastructures, le développement de la technologie pourra se faire plus rapidement parce que l'entièreté de l'argent sera mis dans ces structures-là. Quand on a affaire à un secteur d'intérêt public essentiel comme l'éducation, la santé publique, l'électricité et dans plusieurs provinces, on doit en faire un secteur dirigé par le public. Au lieu de laisser la connexion Internet aux mains des investisseurs privés ou étrangers, on veut en faire un secteur orienté par les intérêts propres des citoyens. Mon deuxième argument, Internet en région. Le Canada a une population dispersée sur un vaste territoire. Il n'est donc pas rentable pour les entreprises privées de fournir l'Internet aux régions ou aux milieux éloignés parce qu'il y a peu de personnes et qui ne feront pas nécessairement de profit. Nationaliser l'Internet est donc la solution pour ces régions. L'État a pour mandat de donner l'accès à des services essentiels à tous ses citoyens sans discrimination par rapport aux endroits qu'ils habitent. Déjà que le revenu moyen des Canadiens en région est plus faible, on veut que l'État puisse réglementer tout ça. Ainsi, l'objectif du gouvernement sera de développer des infrastructures en priorisant une connexion Internet de qualité pour tout le monde sans discrimination. Ce qui fera en sorte que les particuliers et l'État seront enrichis par une connexion Internet de qualité, puisque cela permettra la création et l'innovation d'entreprises régionales, étant donné qu'aujourd'hui, l'Internet est la base pour les moyens de communication et de vente. En ce moment, les entreprises privées ne voient pas leur rentabilité et ce type d'enjeu par rapport à leur offre d'Internet dans les régions, puisqu'ils ne le font pas. Il faut d'ailleurs souligner qu'en ce moment, s'il y a de l'argent d'Internet dans certaines régions, ils payent extrêmement plus cher. Donc, contrairement au gouvernement, que lui voit l'importance de l'Internet, parce qu'il voit un développement pour l'ensemble de son territoire, et aussi, il va voir le nombre de petites et moyennes entreprises augmenter pour des produits régionaux, ce qui est une recherche pour l'économie d'un pays. Maintenant, mon troisième argument, la participation à la démocratie canadienne. La démocratie, ce n'est pas seulement un droit de vote, c'est aussi le fait de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, Internet est devenu un des outils le plus facile et le plus diversifié en termes de communication. On pense seulement aux forums de discussion, aux pétitions en ligne. On peut penser à tout ce qui est les actions collectives citoyennes qui se font tous par Internet, mais aussi tout ce qui est par rapport à la sensibilisation. Si on passe dans certains ministères où est-ce qu'ils vont faire des capsules pour sensibiliser les gens face à des problèmes environnementaux, ce n'est qu'accessible si on a Internet à haute vitesse. En ce moment, dans les régions et dans d'autres milieux ou dans tous ceux qui n'ont pas les moyens, ce n'est pas accessible ces ressources-là. Donc, les personnes se voient brimées par ça, parce que donc, en ce moment, c'est antidémocratique parce que la tribune Internet n'est pas offerte à tout le monde. Nous, en tant que si on nationalise l'Internet, on va rendre accessible l'Internet à tout le monde et ça va devenir démocratique. Au final, le public a le droit d'avoir ce qui lui appartient. Les zones isolées sont injustement traitées et pas tout le monde a accès à façon équitable. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Malheureusement, votre temps est déjà écoulé. Je comprends que les débatteurs, on a toujours plus de choses à dire.
Donc, merci pour votre discours d'introduction, Madame la Première ministre. J'inviterai maintenant Monsieur le membre de l'opposition pour sa première riposte. La parole est à vous lorsque vous êtes prêt. Merci. Madame, Messieurs les juges, membres du jury, bonjour. Donc, aujourd'hui, la motion qui se présente devant nous, qu'il soit résolu qu'on nationalise l'Internet, est une motion particulièrement complexe, puisque c'est des notions quand même scientifiques, mais vous allez voir qu'une fois que je vais avoir fini mes arguments, on va voir pourquoi les arguments du gouvernement sont complètement illusoires. Mes arguments vont être détaillés sous le nombre de 2. Le premier va être l'économie, le deuxième, la censure. Puis ensuite, je vais passer à la réfutation des arguments des membres du gouvernement. Donc, commençons. L'économie. Je pense que pour bien cadrer ce débat aujourd'hui, on pourrait modifier quasiment la motion pour dire qu'il soit résolu qu'on nationalise l'Internet avec les fonds publics, façon de parler. Parce que tout changement que le gouvernement veut apporter, forcément, l'argent ne vient pas de nulle part. C'est nous qui va débourser ces fonds-là. Puis, laissez-moi vous dire que c'est des prix exorbitants. On a fait une petite recherche, on est allé voir justement en Chine, puisqu'ils ont nationalisé l'Internet. De 2019 à 2025, la Chine anticipe dépenser 173 milliards de dollars. Je n'ai pas dit millions, mais bien milliards. Je ne pense même pas que le gouvernement canadien pourrait payer cette somme. Deuxièmement, on a parlé de prendre les compagnies telles que TELUS, Bell et Rogers et les rapatrier pour en faire un tout gouverné par le gouvernement. Laissez-moi vous dire que justement, pour passer par ce processus de façon légale, on doit racheter toutes les actions des actionnaires de ces compagnies, puisque c'est des compagnies publiques. Ils sont justement sur la bourse, puis donc les coûts viennent de s'ajouter encore plus, ils viennent de s'élever, parce qu'on parle justement de racheter toutes les actions qui sont au nombre de millions, peut-être même de milliards. Et puis, à partir de ce moment-là, on peut commencer à envisager d'installer des infrastructures et possiblement envoyer des satellites dans l'espace pour fournir l'Internet à tout le monde. Tout ce que je viens de dire engendre des coûts énormes qui vont sortir directement de nos poches. Ensuite, le gouvernement va réglementer l'accès à l'Internet. Donc, qu'est-ce qui ne nous dit pas justement que le gouvernement va faire... Oui, je vous écoute. J'aimerais ça que vous essayiez de m'expliquer pourquoi, chez moi, à Hull, l'Internet coûte environ 75 $ pour un 120 mégabits par seconde de façon illimitée, puis que 30 minutes, juste un petit peu plus loin, c'est-à-dire à Wakefield, seulement 30 km d'ici, il en coûte 110 $ par mois pour 12 mégabits par seconde. Donc, pourquoi... qu'est-ce qui justifie une si grande inégalité entre ces deux régions-là? Puis comment pouvez-vous justifier que ce ne serait pas une bonne idée de nationaliser l'Internet? Je vais y arriver aussi dans mon argumentation, mais je vais y répondre brièvement. Dans le fond, dans les réfutations, je vais répondre. Mais c'est parce qu'on laisse le libre choix à la population de décider où les personnes veulent habiter. Et les personnes qui veulent habiter dans un milieu rural, c'est leur propre choix. C'est eux qui décident d'aller là. Puis, qu'est-ce qui vous dit aussi que, nécessairement, c'est qu'est-ce que la population veut? Je connais beaucoup de personnes qui fonctionnent sans Internet, qui sont très heureux et qui ne voudraient même pas avoir accès à l'Internet. Donc, le gouvernement nous propose techniquement une motion qui n'est pas techniquement la volonté du peuple, mais plus une volonté pour le gouvernement de s'enrichir en prenant notre argent, les fonds publics. Je vais continuer sur mon argumentation. Donc, justement, le fait que les compagnies sont privées permet une saine compétition entre les compagnies qui offrent ce service. En permettant justement d'avoir une compétition saine, on permet d'offrir des plans d'Internet qui varient justement. On peut avoir également de l'Internet à la carte. Donc, on peut décider de payer de l'Internet sur une courte durée parce qu'on n'a pas besoin tout le temps, comme le gouvernement présume alléguer. Mais on peut justement avoir accès à l'Internet de façon qui nous convient. Puis, techniquement, si on n'a pas l'Internet chez nous, qu'est-ce qui ne dit pas qu'on ne peut pas aller dans un café, par exemple? On ne peut pas aller à la bibliothèque municipale pour avoir accès à l'Internet. J'ai déjà vu, moi, justement, à la bibliothèque de droit ici, sur le campus, des personnes sans abri qui viennent faire des recherches sur Internet. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que le monde n'a pas accès à l'Internet? C'est parce que le monde, justement, ne trouve pas des idées pour avoir accès à l'Internet, mais l'Internet est déjà accessible. Donc, c'est un argument un peu fondé. Je vais passer à mon deuxième argument, qui est la censure. Oh, ça passe vite. Donc, la censure. Oui, le gouvernement a dit justement de respecter les droits fondamentaux des Canadiens. On a le droit de s'exprimer, on a le droit à l'accès à l'information, mais justement, la Chine a formé une différente plateforme de recherche pour remplacer Google. Qu'est-ce qui nous dit que le gouvernement, tranquillement, pas vite, ne va pas ouvrir la porte à ça?
changer la plateforme de recherche pour justement limiter l'information, limiter et restreindre justement à quoi la population a accès, puis en même temps, d'une certaine façon, restreindre la liberté d'expression. Je vais maintenant passer à la réfutation des arguments parce que le temps file. Donc, on a dit que c'était un service essentiel par la CRCT, excusez-moi, CRCT. OK, excellent. Tant que, justement, cette décision-là ne monte pas jusqu'à la Cour suprême, on ne peut pas qualifier ce service de service essentiel sur le plan juridique puisque ça n'affecte pas la vie, la sécurité ou la santé des personnes. Si quelqu'un me prouve le contraire, chapeau, mais je ne pense pas. Deuxièmement, on a parlé d'orienter la compétition, mais justement, je l'ai dit dans mon argumentation, la compétition, c'est bon dans une société. Ça favorise l'économie, ça favorise les investissements sur le plan public à la bourse, mais ça favorise aussi de donner des plans d'Internet qui varient justement, moins chers ou plus chers, plus performants pour des grosses entreprises qui ont justement besoin de ça quotidiennement. On a dit l'accès à tous les services essentiels. Je vous rappelle que, justement, je l'ai dit, on a accès à l'Internet. Donc, de dire que, justement, on n'a pas accès parce qu'on habite un peu plus loin dans la ville, c'est un choix personnel. Donc, ce n'est pas un argument qui tient du côté de l'opposition. Merci beaucoup, monsieur le membre de l'opposition. Donc, au cours de ce premier segment, nous venons d'entendre les arguments et l'introduction de Mme la Première ministre. Elle nous a parlé de rendre public l'Internet, des inégalités face à l'accès à l'Internet entre les différentes régions, en plus de nous parler d'un argument sur la démocratie canadienne et la participation. À l'opposition, on nous a répondu avec des faits, des notions économiques. On nous a parlé des coûts d'opération qui seraient exorbitants. En plus, on nous a parlé d'une potentielle censure ou une pente glissante du fait que peut-être que le gouvernement, une fois que tu commences à avoir l'Internet, eh bien, on ne sait pas ce qui se passerait. Donc, c'est nos deux premiers arguments. Nous allons prendre une courte pause et au retour, nous allons entendre la première analyse de notre juge maison. Nous sommes de retour à riposte avec le débat suivant, qu'il soit résolu de nationaliser l'Internet. Nous venons d'entendre nos deux premiers discours. Premier ministre ainsi que le membre de l'opposition, et maintenant c'est le temps d'aller voir notre juge pour analyser ces premiers discours. Alors, Caddy, qu'avez-vous pensé du débat jusqu'à maintenant? Très bien. Alors, j'aimerais d'abord féliciter les deux premiers orateurs. Vous n'avez pas la tâche facile aujourd'hui sur une telle motion, mais je vous salue de le porter avec chapeau. Je vais d'abord commencer avec le premier discours de la première ministre. Donc, on a bien montré peut-être l'enjeu, à savoir que, bon, Internet aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose dont on peut se passer? Vous avancez que non. Vous avez montré à l'appui avec des citations et des statistiques que c'était effectivement le cas, que c'était un service essentiel. Donc, on voit bien que de votre côté, la ligne directrice est vraiment davantage axée, du moins jusqu'à maintenant, sur l'accès à Internet. Très bonne balise. On a compris où est-ce que vous en alliez. D'abord, je vais commencer avec votre premier argument. Donc, rendre public ce qui appartient déjà au public. Vous avez bien mis en contexte la gestion éclatée de l'offre, la gestion éclatée de l'Internet d'une part et l'offre qui s'en ressent, qui est inégale d'une part d'un bout à l'autre pour l'ensemble des citoyens du territoire canadien. Vous avez bien explicité l'enjeu. J'aurais voulu vous entendre davantage. Vous avez parlé des intérêts privés étrangers, la question de l'Internet, du traitement de l'Internet à l'étranger. Vous l'avez effleuré. J'aimerais en entendre davantage peut-être plus tard dans le second discours de l'oratrice du gouvernement. Sinon, somme toute, c'était un argument bien fignolé. Ensuite, vous avez passé à Internet en région. C'était somme toute très bien avancé. Vous l'avez bien détaillé. Et l'impact était très intéressant. Vous avez parlé de création, d'innovation pour les PME et du fait justement que Internet devient un atout pour ce qui est de la vente et que ça devient un enjeu important pour l'économie, que ce soit à échelle locale ou des PME justement qui espèrent avoir une plus grande portée. Donc, l'impact de cet argument-là le rendait très fort. Ensuite, économie, par rapport à la démocratie canadienne, je pense qu'encore une fois, vous avez pu montrer l'impact de où est-ce que vous en alliez. Vous avez manqué un petit peu de temps pour fignoler l'ensemble de votre premier discours. J'ose croire que la deuxième oratrice va pouvoir vous aider de ce côté-là.
Donc, très bien, somme toute. Maintenant, je vais parler de l'orateur de l'opposition. Vous avez bien fait de recentrer le débat. Vous avez évoqué, je vais vous citer, en fait, vous avez parlé du fait que la position du gouvernement était illusoire, ne se tenait pas. Ça allait justement donner plus de poids, si on veut, à votre premier argument. Dans le fond, ce que vous dites, c'est que ce n'est pas viable de penser qu'on peut faire une telle chose. Ça a été très long, je crois, à expliquer cet argument-là. Il est certain que la question posée par la membre du gouvernement a été assez longue. Donc, je comprends que vous ayez manqué de temps par rapport à ça. Mais somme toute, j'ai quand même pas vu... vous auriez pu prendre en une phrase de temps de montrer pourquoi, dans l'impact, c'est nuisible pour la population canadienne de devoir payer de sa poche quand elle peut avoir à quelque chose qui peut lui être utile. Ensuite, le deuxième argument par rapport à la censure, c'était un très bon argument. J'aurais aimé que vous le développiez davantage. J'ose croire que votre partenaire va pouvoir le faire pour vous. Sinon, vous avez bien réfuté les arguments qui ont été avancés, notamment par l'argument en région éloignée. Je pense que vous avez quand même montré l'enjeu que, bon, la plupart des gens ont le choix, ont la liberté d'habiter où ils le veulent. Bon, il y a d'autres enjeux de mobilité qui peuvent entrer en ligne de compte, mais vous avez sans doute bien répondu à l'argument. Et vous avez brièvement réfuté chacun des arguments qui ont été avancés. Attention, vos réfutations portaient plus sur les exemples montrés ou avancés par l'autre partie que le cœur de l'argument. Donc, je m'attends à ce que, d'une part et d'autre, on vienne corriger le tir de ce qui a été fait précédemment. Merci beaucoup, Kadi, pour cette analyse. Nous passons maintenant à la membre du gouvernement pour un discours de 6 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Merci à l'opposition pour leurs arguments. Donc, je tiendrai cependant à recentrer le débat. Donc, on nous a dit du côté de l'opposition que nos arguments semblaient illusoires. Moi, j'ai l'impression, en fait, que l'opposition est peut-être déconnectée de la réalité, peut-être parce qu'on est à Ottawa, ici, dans un centre urbain où l'accès à Internet est effectivement facile partout. Il y a des régions au Canada extrêmement isolées. Il y a des endroits où tout le village n'a pas accès à Internet. Ou même si tu vas à la bibliothèque, qui va être très loin de chez toi, qui est peut-être à 40 km de chez toi, ça ne sera pas un Internet assez suffisant pour que tu puisses aller regarder des capsules vidéo, par exemple. Alors, je vais commencer avec mes arguments, puis je vais revenir à la réfutation tout à l'heure. J'ai deux arguments, protéger le portefeuille des Canadiens et puis la fierté canadienne. Protéger le portefeuille des Canadiens, donc. En ce moment, dès que la densité de la population dans un secteur au Canada va être plus faible, il y a moins d'entreprises qui s'y intéressent. Ce qui veut dire qu'il y a moins de choix de forfaits, moins de concurrence, et puis les prix vont monter extrêmement rapidement parce que les entreprises veulent faire du profit, c'est normal. Donc, au Canada, okay, c'est ici qu'on paye pour le service Internet sans fil le plus cher dans tous les pays de l'OCDE. Ça, pour nous, au gouvernement, c'est ridicule. C'est pas seulement parce qu'on est Canadien qu'on devrait payer plus cher que tout le monde. Alors, c'est pour ça qu'on veut une société d'État qui va gérer le réseau Internet avec les intérêts de l'État, c'est-à-dire augmenter la connexion partout sur le territoire, et puis avec un prix uniforme, puis surtout un prix minimum pour garder une bonne gestion financière. On estime les économies entre 500 et 1 000 $ par famille par année. Ça, c'est beaucoup d'argent. Okay? Pour la majorité des Canadiens qui sont souvent endettés, qui sont souvent très stressés vis-à-vis de leur situation financière, ça fait beaucoup d'argent dans leur poche pour améliorer leur qualité de vie. Et ça, c'est un enjeu qu'on aime au gouvernement. Ensuite, la fierté canadienne. C'est quoi la fierté canadienne? Alors, on peut penser d'abord à des symboles comme le hockey, le sirop d'érable, les dessins sur la monnaie, mais la fierté, avant tout, c'est une histoire de valeurs communes. Et, entre autres, l'égalité des chances. On croit au Canada que tout le monde devrait avoir accès à des services qui sont essentiels pour se développer. Et on va penser par exemple aux services de santé universels ou à Radio-Canada, qui sont les services qu'on considère comme essentiels et d'ailleurs qu'on a nationalisés dans cet objectif-là d'accessibilité. Alors, nationaliser Internet, ça permet de s'approprier un secteur technologique. On serait parmi les premiers, comme dans les premiers au monde, dans les chefs de file à faire ça au Canada. En plus, en élargissant la connexion, on serait capable de permettre à tout le monde au Canada de partager leurs idées d'entreprise, de partager des contenus culturels, des contenus artistiques, de manière à
augmenter la visibilité du Canada à l'international. Donc, tout le monde pourrait contribuer au Canada. Tout le monde aurait l'impression d'y appartenir, d'avoir une influence. Tout le monde pourrait en être fier. Et puis, finalement, on enverrait le message que le Canada est un pays tourné vers l'avenir, soucieux de laisser d'entre les mains des citoyens les meilleurs outils pour réaliser leurs rêves. Alors, je vais passer maintenant à la réfutation. On nous a parlé donc de l'économie en nous disant que ça coûtait extrêmement cher. Alors, j'aimerais d'abord mettre en contexte, en ce moment, ça coûte extrêmement cher, Internet, à tout le monde, et particulièrement aux gens qui habitent en région. Puis en région, souvent, les gens sont plus pauvres, en plus. Donc, on a une facture qui est plus payée par les personnes démunies, les personnes isolées, que par les personnes des centres urbains, qui souvent ont un petit peu plus d'argent. Et puis, finalement, la facture, c'est comme on la donne au peuple, alors qu'une société d'État pourrait la gérer. Ensuite, oui, ça serait une grosse dépense de base. Mais en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on offre un financement aux entreprises pour essayer qu'elles améliorent leur connexion. On n'a pas vraiment de contrôle sur ce qu'elles vont faire avec ce financement-là, ou un contrôle très limité. Et donc, ça va faire qu'on va payer 2 fois pour notre connexion Internet, une fois de nos poches et une fois dans nos impôts et nos taxes pour le gouvernement. Alors, finalement, de parler de l'argent, c'est un petit peu un argument faux parce que l'argent, il est déjà en jeu. Ce qu'on décide, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là. Ensuite, on nous a parlé de la censure. On l'a précisé dans nos balises, l'objectif n'est pas de censurer. Et puis, je crois que la comparaison du Canada avec la Chine est peut-être assez fallacieuse parce qu'on n'a pas du tout la même façon de voir la démocratie puis de voir le contrôle sur les outils d'espionnage. Au Canada, les services secrets sont déjà en possession d'outils d'espionnage sur Internet pour nous protéger des pirates et tout ça. Ils suivent la réglementation canadienne. Le nationaliser ne changera pas ça. Ça, c'est vraiment un autre débat. Donc, cette idée de censure-là, nous, on croit que c'est vraiment plus important de le rendre accessible. Et d'ailleurs, qui a accès à l'information que nos fournisseurs Internet nous donnent en ce moment? C'est des compagnies privées. Alors, il y a déjà quelqu'un qui a accès à cette information-là. Nous, ce qu'on veut, ce serait peut-être le mettre entre les mains du gouvernement pour qu'on puisse décider ensemble ce qu'on va faire avec cette information-là et qu'on puisse avoir un meilleur contrôle public sur l'Internet. Ensuite, je vais reconstruire les arguments de ma collègue. Alors, on a parlé d'abord de libre choix des gens. Non, on ne choisit pas où on est. On ne choisit pas ce qu'on veut faire. On ne choisit pas nos ambitions. Si moi, j'habite très loin, dans une région isolée, je veux faire une entreprise de sirop d'érable et puis je dois rester là, c'est pas vrai que je vais aller à Toronto avec toutes mes érables. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas choisir. Et puis, pour nous, l'accès Internet va être important pour cette entreprise-là parce qu'on va vouloir exporter nos produits. On ne pourra pas vendre tous nos tonneaux d'érable à juste les gens qui habitent, sinon on ne peut pas grandir. Il faut qu'on fasse de la promotion. Ensuite, on a parlé de la compétition, de la compétition qui était bonne. Effectivement, la compétition est bonne, mais pas juste chez les fournisseurs d'Internet. La compétition va être galvanisée par le fait de rendre accessible Internet à toutes les entreprises du Canada, même celles en région isolée. On va avoir plus d'entreprises. Le dernier argument n'a pas été réfuté, mais je crois que l'idée d'un ensemble se fait sentir. Au gouvernement, on croit qu'Internet est un service essentiel. Merci. Merci beaucoup, Madame la membre du gouvernement, pour ce passionné discours. J'inviterai maintenant Madame la chef de l'opposition pour un discours d'une durée de 9 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. Chers juges, chers membres du gouvernement, chers membres de l'Assemblée. Donc, tout d'abord, pour recentrer le débat, là, on nous dit que tout ce sur quoi est fondée la position du gouvernement, c'est que l'Internet est un service essentiel. Or, si le CRTC a décidé de dire que l'Internet était un service essentiel, il le fait illégitimement parce que c'est pas à lui de le décider. Tel que la Cour suprême a élaboré, la définition d'un service essentiel, c'est quelque chose sans quoi les gens ne peuvent pas vivre et qui nuit à leur sécurité. Donc, on s'entend que, selon cette définition-là, l'Internet, ça demeure un luxe. Même si tout le monde l'utilise aujourd'hui et qu'on ne pourrait pas s'imaginer vivre sans, ça ne veut pas dire que c'est un service essentiel au même titre que la santé, par exemple. Donc, je vais commencer avec mon premier argument. Tout d'abord, on nous propose, à notre avis, un statu quo, mais pire. Donc, on nous propose moins d'accès pour plus cher. Tout d'abord, là, du côté du gouvernement, on n'arrête pas de dire qu'il y a un problème d'accès, mais en fait, c'est complètement faux parce que le gouvernement investit énormément d'argent dans les régions à l'heure actuelle pour donner de l'argent aux compagnies comme Vidéotron ou Bell pour installer des antennes et les payer donc pour le faire. Et ces compagnies-là fonctionnent à perte parce que c'est le gouvernement qui endosse la différence des frais pour qu'il y ait de l'Internet à Coujouac, par exemple. Ensuite, donc, on a dit justement que les gens y ont réellement de l'accès à l'Internet. Il y a le CRTC, qui est un organisme gouvernemental qui contrôle déjà les coûts et qui s'assure qu'ils ne soient pas trop élevés. Ensuite,
on nous a dit donc que ça coûterait moins cher. Et nous, on croit que ça, c'est faux parce que, premièrement, on va le payer avec nos impôts, comme on a dit, l'installation d'infrastructures, le rachat des actions. En plus, c'est illusoire de croire que les compagnies elles font des profits et qu'elles les gardent seulement pour elles-mêmes, parce que n'importe quelle compagnie qui fait des profits le retourne en impôts à nous, au gouvernement. Ensuite, on nous a dit donc que le gouvernement, lui, il ferait pas ça pour le profit. Ben écoutez, moi, je trouve ça difficile de croire que le gouvernement essaie pas d'être profitable. D'ailleurs, c'est assez inquiétant là, si on se dit que notre gouvernement essaie de fonctionner à perte. Et ensuite, s'il fonctionne à perte, ben ça veut dire qu'on va encore une fois le payer avec nos impôts. Et s'il fonctionne à profit, qu'est-ce qui nous dit qu'il va nous le redonner, cet argent-là? Parce que nous, on a trouvé que en fait, les hauts dirigeants d'Hydro-Québec, qui est une compagnie justement qui est nationalisée, un organisme public, en 2016, il y a eu 9 % d'augmentation du salaire des dirigeants d'Hydro-Québec, et ça représente 6 millions de dollars, alors que les salaires des employés n'ont pas augmenté. Le PDG de la SAQ, Alain Brunet, en 2015, gagnait 410 067 $. C'est un montant énorme. Donc, ce serait difficile d'envisager que nécessairement les patrons de Vidéotron gagnent beaucoup moins cher. Plus cher, oui. Excusez-moi. Donc, considérez-vous donc que les patrons des entreprises privées gagnent moins d'argent ou font moins de profits ou au moins autant? Non, justement, c'est ce que je viens de dire. On ne considère pas nécessairement qu'ils font moins de profits. En fait, ce serait à vérifier, mais tout ça pour dire qu'il n'y a absolument pas de preuve que les patrons des organismes publics en font moins. Ça, c'est une évidence. Donc, ça reste quelque chose qui fonctionne sur la base du profit. Ensuite, le deuxième argument, c'est on nous présente une vision utopique du gouvernement. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que le gouvernement, c'est un ensemble qui est bon et qui veut le bien-être des gens et tout ça. Et certes, on espère que c'est vrai, et en ce moment, ça l'est probablement. Les gouvernements changent, vous savez, et c'est très important de faire attention au pouvoir qu'on donne au gouvernement. On n'est pas dans une société communiste. C'est sûr que de nationaliser un service, ça fait pas en sorte qu'on le devient. Par contre, on ouvre la porte à quelque chose d'assez large. On va tout nationaliser maintenant. On vous a démontré que l'Internet, c'est pas un service essentiel. Depuis quand est-ce qu'au Canada, on nationalise des choses qui ne sont pas des services essentiels? Depuis quand est-ce qu'on brime la libre concurrence? Depuis quand est-ce qu'on est contre ça, le libre marché et la croissance économique? Ensuite, la machine gouvernementale est lourde. C'est difficile d'implanter un nouveau service en partant de zéro. Les compagnies de télécommunications sont spécialisées dans le domaine. Le gouvernement ne l'est pas. Donc, ce serait vraiment très compliqué de toutes les rapatrier ensemble et de faire un nouveau réseau là, qu'on a appelé Réseau Canada et que ce soit aussi efficace dès le premier jour. Donc, ça demanderait énormément d'ajustements. L'Internet, c'est la personnification même du libéralisme économique et de la mondialisation. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des États, dont le Canada apparemment, qui souhaitent faire un pas en arrière et se reculer donc de cette communication-là mondiale parce que, oh mon Dieu, on est en train de perdre notre souveraineté étatique, là, il faut tout contrôler. Nous, on trouve ça très dangereux. Et donc, pour clore sur la vision utopique du gouvernement, ne jamais oublier que nul ne sait quel gouvernement nous aurons dans quelques années. Pensez à Trump, par exemple. Ensuite, on nous a présenté du côté de la ministre du premier ministre, les arguments qu'on nous a dit, c'était rendre au public ce qui appartient au public, que les citoyens auraient plus de poids et que, donc encore une fois, dans l'intérêt des citoyens, là, ça revient un peu à ce que je viens de dire, que qu'est-ce qui prouve que le gouvernement a toujours à cœur l'intérêt des citoyens et ce, à long terme. On nous a parlé de secteurs d'intérêt public par rapport à des compagnies privées étrangères. Ben écoutez, Bell et Vidéotron, ce ne sont pas des compagnies étrangères, donc je ne sais pas trop exactement à quoi on faisait référence. Ensuite, on nous a parlé de l'Internet en région. Ben, comme je viens juste de vous le dire, il y a de l'Internet en région. Bon, je ne sais pas si je peux me permettre dans le cadre du débat, mais j'ai passé une semaine à Coudjouac. Il y avait de l'Internet là-bas, qui est fourni donc par les subventions du gouvernement. Et non, ce n'est pas vrai que les forfaits sont plus chers dans ces régions-là, en fait, parce que quand on regarde là, sur le site de Vidéotron, ben, c'est écrit les prix des forfaits, puis c'est pas écrit si vous habitez à tel endroit, ça va être plus cher. Ensuite, justement, parlant de Coudjouac, si là, le gouvernement pense que c'est donc bien important d'avoir plus d'accès à l'Internet dans les régions, bien, qu'il subventionne encore plus puis qu'il envoie plus d'Internet dans les régions, ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit nationalisé pour ça. Là. On peut donner plus d'aide aux compagnies privées pour qu'elles envoient de l'Internet dans les régions. C'est pas la seule façon de le faire, de nationaliser. Ensuite, justement, bien, à Coudjouac, il y a de l'argent qui est donné par le gouvernement pour faire le transport de la nourriture. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que ce soit le gouvernement qui vend la nourriture? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a comme un non-sens avec le fait qu'il faut envoyer un service, mais il faut que ce soit nous qui le vendions.
Il n'y a pas de corrélation, en fait, entre les deux. Ensuite, on nous a parlé de la démocratie. Bien, ça, je vais revenir avec notre argument de la censure. Étant donné que les gouvernements changent, il n'y a rien qui nous prouve que le gouvernement ne va pas bloquer l'accès à certains sites. Il n'y a pas de corrélation entre qui fournit l'Internet et la neutralité du net. Parce que peu importe qui fournit l'Internet peut décider de ne pas offrir la neutralité du net. D'ailleurs, la preuve, aux États-Unis, le FCC, qui est un organisme gouvernemental, l'équivalent de la CRTC, a voté contre une loi pour la neutralité du net et c'est un organisme gouvernemental. Ensuite, du côté de la ministre de la Couronne, on nous a parlé de... Mais en fait, c'était un peu les mêmes arguments, mais avec d'autres détails. Là. On nous a parlé donc de la densité dans les régions, encore une fois, la fierté canadienne, etc., que les gens auraient plus de possibilités de partager sur Internet. Bien, là, étant donné qu'on vous a démontré que les gens ont déjà accès à l'Internet puis qu'ils peuvent déjà partager leurs idées, il va de soi que ces arguments-là ne peuvent pas vraiment tenir. On nous a parlé aussi du fait que nous, on mêlait le concept de la censure, puis on nous a parlé des outils d'espionnage. Mais en fait, à mon avis, c'est eux qui mêlent la censure et les outils d'espionnage parce qu'il s'agit de deux choses complètement différentes. À l'heure actuelle, effectivement, la GRC peut utiliser des outils d'espionnage pour arrêter des gens qui downloadent de la pornographie juvénile, mais il n'y a pas de lien entre la censure. C'est vraiment deux concepts complètement différents. C'est un autre débat, effectivement. Ensuite, donc, pour reconstruire les arguments que nous, on vous a dit, j'aurai pas beaucoup de temps, mais pour ce qui est de l'économie, donc, et pour la censure, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Ce qui est important de se rappeler, c'est que les trois grands thèmes dans ce débat-là, c'est l'économie, l'accès et la démocratie. Pour ce qui est de l'économie, nous, on nous dit que ça va être rentable. Eh bien, on croit que le fardeau du gouvernement n'a pas été rencontré parce qu'on nous a parlé de je sais plus combien de millions de profits, mais on sait absolument pas sur quoi ça tient, ça. Donc, à notre avis, c'est un argument qui était vraiment malhonnête intellectuellement. Ensuite, on nous a parlé de l'accès. Bien, écoutez, les gens ont tous accès à l'Internet au Canada. S'il y a des gens qui n'y ont pas accès, bien, écoutez, c'est dommage, mais ils ne sont pas très débrouillards parce qu'il y a vraiment de l'Internet partout. Et ensuite, pour la démocratie, eh bien, justement, le libre marché, la liberté du consommateur, ça, c'est de la démocratie. On ne veut pas d'un pays avec un gouvernement qui s'approprie nos compagnies et qui décide pour nous de si on peut, justement, est-ce qu'il y a peut-être des gens qui veulent partir une nouvelle compagnie de télécommunications? Bien là, ils n'auront pas le droit. Donc, la démocratie, à notre avis, va être beaucoup plus respectée si on garde le statu quo, alors que le gouvernement n'a pas réussi à nous prouver qu'il y avait vraiment un problème avec le statu quo, en plus de ne pas nous avoir prouvé en quoi la nouvelle motion serait vraiment bien effectuée. Et donc, justement, pour la démocratie, l'accès et l'économie, il est de notre avis qu'il faut conserver les libertés fondamentales des citoyens canadiens en leur laissant le choix. Merci beaucoup, Madame la chef de l'opposition, pour ce passionné plaidoyer. Donc, j'inviterai maintenant Madame la Première ministre pour son discours de conclusion d'une durée de 3 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. Bonjour à tous, encore une fois. Ici, du côté de l'opposition, on tente de nous faire croire que l'Internet n'est pas un service essentiel. Il faut savoir qu'il faut être, nous, en tant que gouvernement, croyons qu'on doit être en phase avec ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que j'étais clairement établi dans mes valises que l'Internet, c'était se trouver un emploi qui, oui, si on n'a pas d'emploi, c'est une insécurité financière, donc justement l'argument de l'insécurité, s'informer, communiquer, se divertir, s'éduquer, qui est aussi une sécurité financière, travailler. Puis ça peut être aussi dans les régions, juste avoir l'accès à Internet, mettons, dans les hôpitaux, des choses comme ça, c'est quand même assez pratique. Donc, je viens de démontrer cet argument-là que l'Internet est un service essentiel. Finalement, peur du gouvernement. Je crois que c'est un faux argument. On ne va pas se mettre à penser que tout le gouvernement, c'est le mal et tout ça. Justement, en nationalisant l'Internet, c'est pas pour le gouvernement qu'on va nationaliser l'Internet, mais c'est pour donner le pouvoir au public. Donc, justement, les personnes vont pouvoir s'informer, pouvoir donner leur opinion, que ce soit sur des forums, des pétitions en ligne, puis toutes sortes de choses comme ça. Il faut savoir qu'une société d'État aussi, c'est donner le droit aux citoyens de donner leurs décisions, puis toutes les décisions vont être évaluées ensemble par des comités décidés par le peuple. Finalement, on parlait de profit, rentabilité. Je pense que on a mal compris mes valises. Le profit, c'est pas faire du profit qu'on demande, c'est de la rentabilité. Donc, que la personne retourne à son argent. Le gouvernement va pas être capable de payer à cause de ça. Donc, nous, qu'est-ce qu'on croit au gouvernement? C'est de l'égalité des chances. On croit
que le service essentiel qui est Internet devrait être donné à tout le monde, sans discrimination, à des tarifs abordables. On l'a dit, je pense que ma collègue l'a dit, en ce moment, le Canada, c'est un des pays les plus chers de tout l'OCDE pour le service qui est Internet. Nous, on croit qu'on veut donner ça au public, qui vont pouvoir discuter ensemble en nationalisant l'Internet pour qu'ils puissent avoir quelque chose qui leur appartient. C'est une question... L'Internet, c'est une question, oui, de fierté, de démocratie, de coût, de technologie, mais c'est pas seulement quelque chose qui devrait être vu comme « Ah, c'est compliqué, donc on va essayer d'éviter de rendre l'Internet public. » On veut, au contraire, une activité pour tout le monde, pour qu'on voit la croissance de technologies se développer encore, puis être un des leaders mondiaux de la nationalisation de l'Internet, parce que c'est ça qui fait qu'on est Canadien. C'est qu'on est tellement fiers quand on va dans un autre pays, puis qu'ils nous disent qu'on est un beau pays, puis qu'on a un gouvernement sain, puis toutes ces choses-là. Donc, en tant que gouvernement, je crois fondamentalement que nationaliser l'Internet, ce serait un pas vers l'avenir, puis que tout le monde va pouvoir en profiter, que ce soit les pauvres ou les riches. Merci. Merci beaucoup, Madame la Première ministre, pour cette conclusion. Nous venons d'entendre le deuxième débat de demi-finale, un débat très chaud, ma foi. Donc, nous allons prendre une courte pause et au retour de la pause, le moment de l'analyse avec notre juge invité. Nous sommes de retour à Riposte. Aujourd'hui, nous venons d'entendre le débat qu'il soit résolu de nationaliser l'Internet. Un gros débat, un débat où on a eu des gros arguments d'une part et d'autre. Ça a été très serré. Et comme un match de ping-pong, le bal allait d'un côté et de l'autre. Nous allons maintenant passer au moment de voir notre juge invité qui va nous aider à décortiquer les arguments qui nous ont été amenés. Donc, vous allez avoir beaucoup de travail aujourd'hui, je crois. Nous avons la chance d'accueillir M. Pierre-Yves Mayotte. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, qu'avez-vous pensé du débat, vos premières impressions? Bien, ça a quand même été fort intéressant. Beaucoup de points qui ont été soulevés. Donc, la plupart qui étaient quand même bien fondés, pertinents. Il y en a peut-être quelques autres que je vais soulever en cours de discussion. Donc, pour commencer, avec le gouvernement, donc, je pense que pour une question comme ça, c'est bien donc d'abord de situer est-ce que le gouvernement a un besoin ou une raison d'intervenir, puis ensuite, quelle serait la meilleure forme pour le faire. Donc, dans ce cas-ci, donc, vous avez défendu votre point que c'est un service essentiel. Bon, il peut y avoir toutes sortes de comparaisons. Je suis plus sûr que vous l'avez mentionné, mais par exemple, comme Post Canada, historiquement, qui était un service un peu du même type, qui était jugé par exemple important pour l'extension de la poste, que c'est le même coût pour, partout à la grandeur du pays. Donc, je pense que c'était généralement bien défendu. Puis aussi, au niveau de l'aspect des régions, donc effectivement, il y a toute une série d'externalités que les compagnies privées ne prendront pas en compte, mais donc pour la vitalité des régions, puis est-ce qu'il y a une volonté, parfois pour des autres instruments économiques, de vouloir occuper le territoire dans une vision de plus long terme, de rester présent en région. Effectivement, je comprends qu'il y a eu la réfutation de dire que les gens sont libres d'habiter où ils choisissent, mais ultimement, quand même, il y a certains types d'industries aussi qui sont présents uniquement en région, et donc si on veut attirer aussi des gens à travailler là, ça peut être des facteurs qui vont jouer. Donc ça, je pense que c'était généralement assez bien. Aussi, la participation à la démocratie, il est vrai qu'aujourd'hui, mais aussi, je pense que vous auriez pu peut-être inciter davantage sur la quantité. Je voulais peut-être mentionner brièvement, mais oui, participer à la démocratie, mais aussi toute la quantité d'accès maintenant qu'on peut avoir, la quantité d'informations qu'on peut avoir avec l'Internet, ou même, ne serait-ce que remplir son rapport d'impôt, si vous êtes forcé de le faire version papier. Bon, enfin. Donc, je pense que ça a été généralement bien couvert. Sinon, voilà. Puis, je pense aussi que vous auriez pu peut-être insister des fois un peu plus sur l'aspect, donc, sur le manque de compétition, en fait, qui existe. Peut-être aussi au niveau du projet en lui-même, à un moment donné, il y avait peut-être un petit flou sur est-ce que c'est toute la structure réseau qu'on se trouve à nationaliser ou également l'accès. Parce que, par exemple, vous pourriez juste nationaliser l'infrastructure réseau, mais revendre la bande passante à des fournisseurs qui, eux, seraient libres de faire des forfaits sous le format qu'ils pensent qui est le plus avantageux, puis de les revendre ensuite aux gens.
Et donc, en même temps, quand on parle du manque de compétition, j'aurais pu donner l'exemple, aux États-Unis, une condition similaire, même d'énormes compétitions, une barrière d'entrée énorme pour commencer une nouvelle infrastructure. Des compagnies comme même Google Fiber, qui a un succès qui réussit à grandir, mais que c'est pas facile. Puis quand on parle de Google, on ne parle pas d'une petite PME locale là, qui essaye de partir sa business. Donc, j'ai commencé avec ça. Du côté de l'opposition, donc, généralement aussi, je vais commencer beaucoup sur l'économie. Je pense que c'était peut-être... la question de valeur, ça reste toujours une question de valeur. Il va y avoir des pour et des contre. Donc, certains vont favoriser plus le libre marché et tout ça. Ça, je pense qu'ultimement, il n'y a pas c'est une question de valeur. On ne peut pas tant contester selon les préférences des gens. Sur l'économie, à un moment donné, vous avez mentionné comme l'exemple de la Chine. Je pense que là-dessus, c'est un peu bien réfléchi. Je pense qu'il a fallu donner peut-être, si possible, plus de détails sur l'exemple de la Chine, à quel point ça pouvait, comme vous avez dit, ça va être 173 milliards, le Canada ne pourrait pas payer ça. On s'entend que la comparaison n'était pas complète. Donc, qu'est-ce que ça a englobé? Évidemment, le nombre de citoyens est beaucoup plus élevé. Donc, si j'ai pu, par exemple, si vous donnez cet argument-là, d'avoir un facteur d'échelle pour dire, voici une idée. Donc, je pense que l'idée pouvait être bonne, mais elle peut être amenée jusqu'au bout, peut-être. Mais je pense qu'il y avait raison d'insister sur les coûts énormes qui pourraient s'engendrer. Puis aussi, je pense à un point que vous n'avez pas mentionné. Généralement, les gens sont plutôt averses au risque. Et une chose qui aurait... Par exemple, on demeure dans un domaine de haute technologie où la technologie évolue vite. Donc, on parle déjà de la génération 5G, peut-être que dans 5 ans, on va parler de la nouvelle génération et tout ça. Est-ce que l'Internet... est-ce que les coûts vont être appelés à diminuer? Ce qui va faire que, naturellement, dans quelques années, puis il y aura une plus grande compétition, les régions vont être mieux couvertes, ou même l'Internet satellitaire. Ça, je pense que ça aurait pu être amené pour montrer qu'il y a un risque, en fait, d'acheter ce qu'on pourrait appeler une sorte d'éléphant blanc, où, à court terme, oui, on dit, le prix, finalement, est raisonnable, puis on pense qu'on a un bon business case, mais que la technologie fait en sorte que dans 5 ou 10 ans, finalement, vous retrouvez, puis vous n'avez pas le temps de rentabiliser tout ça. Puis cet aspect-là de risque, surtout pour le domaine de technologie personne ne peut prévoir le futur, je pense que ça aurait été d'amener un grand doute dans l'esprit des gens qui sont appelés à choisir, de dire « Ah oui, en effet, avant d'investir 5, 10, 15, 20 milliards, vous pouvez perdre le montant nécessaire. » Et ça vous aurait permis peut-être de pousser après ça sur l'aspect du coût d'opportunité. Qu'est-ce qui pourrait être fait autrement avec cet argent-là? Si on dit, par exemple, on veut, par exemple, il n'est pas nécessaire de forcer une nationalisation. Par exemple, au niveau de la participation démocratique et tout ça, il y a des solutions à moindre coût. Ça, vous en avez parlé un peu, donc de peut-être plus de subventions. Il y a un exemple, notamment, je pense, c'est au Vermont, c'est une espèce de communauté de ville, ici Fiber, en fait, c'est genre 24 petits villages qui sont mis ensemble pour se partir. Et ils ont pu, dans le fond, ils ont réussi à se connecter, dans le fond, juste eux, à un réseau déjà existant d'une plus grande compagnie. Mais ça, on aurait pu dire, on va, par d'autres méthodes, donc forcer, par exemple, les compagnies à accepter, à l'extrémité de leur réseau, que d'autres petits joueurs, moyennant des frais raisonnables, puissent se connecter sans avoir à rebâtir une infrastructure au complet. Donc, ça, je pense que ça serait des arguments forts. Sur la question de... Après ça, vous avez beaucoup parlé, j'ai trouvé un peu de l'aspect censure. Compte tenu je comprends que peut-être il y a toujours des risques à long terme qu'une démocratie vire mal, mais ça ne m'a pas semblé peut-être l'argument ici le plus fort de craindre que le gouvernement vienne à vouloir contrôler tout ce qu'on dit, un peu tout ce qu'on fait. Par exemple, juste à la limite de dire on fait juste nationaliser à la limite la bande passante, mais en fait l'infrastructure, et on revend la bande passante, donc techniquement le gouvernement, il pourrait essayer de commencer de jouer un peu sur ce que les gens vont voir, mais... Donc, moi, j'ai vraiment insisté sur l'aspect plus du risque financier, mais quand même. Sinon, ça, vous avez insisté sur l'aspect économique, mais... Une minute. Donc, c'est ça. Puis, donc, après ça, sur l'aspect de la libre concurrence, ça, je pense que comme on parle de la barrière à l'entrée est tellement grande que... Il n'y a pas une grande libre concurrence. En termes d'infrastructure, au Québec, vous avez Vidéotron et Bell, et puis en Ontario, c'est Rogers pour le câble. Donc, et l'arrivée de nouveaux joueurs est à peu près impossible, à moins comme on l'a vu aux États-Unis.
Cela dit, je pense que donc, vous avez beaucoup parlé que oui, il y a moyen quand même d'avoir en région de se débrouiller. Je pense que j'aurais peut-être essayé de donner plus d'exemples. Vous avez dit oui, il y a accès, vous avez des Akujwak et tout ça. Mais j'aimerais me concentrer peut-être plus sur 2 points-là. Donc oui, il y a moyen d'avoir comme d'autres solutions. Parce que si on exclut de la question comme plus valeur ou bon, c'est un choix personnel, je pense que ça serait plus fort en misant sur le fait qu'il y a moyen d'atteindre presque les objectifs de valeur de l'autre partie. Donc, déjà là, vous avez l'air de faire un bout de chemin, mais pour des meilleures solutions. Puis ça, je pense que ça aurait vraiment porté fort, en présentant les arguments comme ça. Je vous remercie beaucoup, M. Bayotte, de nous avoir nuancé les propos des débatteurs et de nous avoir amené quelques corrections quant aux choses que nous avons entendues. Donc, nous allons prendre une courte pause. Et au retour de la pause, le moment de vérité, le moment fatidique, le moment du verdict. Nous sommes de retour à Riposte avec le moment fatidique, le moment du verdict sur la motion suivante, qu'il soit résolu de nationaliser l'Internet. Alors, nous allons passer directement avec notre juge maison. Kadi, votre verdict et vos derniers commentaires. Oui, alors je vais laisser le suspense planer. Je vais d'abord commencer par mes commentaires. Je vais revenir au discours de la membre du gouvernement. Donc, vous avez fait, somme toute, vous avez bien recadré le débat. Vous avez martelé, si on veut, l'enjeu, la ligne directrice du gouvernement, à savoir l'accessibilité à l'Internet, déjà en piquant du côté de l'opposition, c'est-à-dire en précisant un petit peu, en ayant déjà des aspects de réfutation dans votre recadrage. Vous avez évoqué justement le portefeuille des Canadiens, des contribuables, et avec des exemples. Donc, pour moi, c'était somme toute un argument bien ficelé. Et vous avez bien éparti votre temps. Vous avez eu une bonne gestion du temps tout au long de votre discours. Donc, vous avez su gérer votre temps d'abord pour cet argument-là, et vous avez su aussi vous rendre jusqu'au deuxième argument, soit la fierté canadienne. Je vous avoue qu'au départ, j'étais sceptique par rapport à cet argument-là, mais je pense que vous avez pu l'amener au point où est-ce que justement on peut voir que si le Canada s'engage effectivement à nationaliser son réseau, bon, il peut y avoir un impact avéré par rapport à où est-ce qu'il se trouve à titre de chef de file, notamment en ce qui s'agit de l'économie numérique et de la technologie. Donc, pour ça, c'était rattaché à la motion, ça allait. Vous avez bien réfuté les arguments qui ont été avancés de l'autre côté, notamment l'argument par rapport à l'économie. Vous avez montré un petit peu la faille, la balance, si on veut, de cet argument-là. C'est un argument qui a trait à la faisabilité de la chose, et vous avez su le mitiger assez pour qu'on voit où est-ce que le gouvernement veut en venir. Vous êtes revenu sur l'exemple de la Chine. Vous avez évoqué, et je vous cite, qu'il s'agissait d'une comparaison plus fallacieuse. Cela dit, je pense qu'à ce moment-là, avec la Chine, c'est quelque chose que j'ai à dire des deux côtés. C'est un exemple qui a tiré le débat vers un autre ailleurs, si on veut, par rapport notamment à la censure, la neutralité du net, plutôt que l'accès même à l'Internet. Donc, c'était un argument qui a peu pesé peut-être dans la balance. Du côté de l'opposition, vous avez d'abord commencé en revenant sur la question du gouvernement, et vous avez un petit peu mitigé le rôle du gouvernement. Je pense que vous avez bien fait de faire ça. Cela dit, ça ne m'a pas convaincu de la pertinence de la motion ou encore du geste donné par le gouvernement. Dans votre second argument, vous avez parlé de la vision utopique du gouvernement, et vous avez évoqué justement la question de la souveraineté étatique. J'aurais voulu vous entendre davantage pousser cet argument-là, parce que justement, il y a quand même un enjeu pour un État et par rapport à d'autres États. C'est pas pour rien que d'autres États veulent nationaliser. Il y a aussi cet enjeu-là de pouvoir, notamment avec la mainmise de l'Internet par certains gros joueurs de l'économie mondiale. Mais somme toute, je vais donner mon verdict en faveur du gouvernement. Je pense qu'il a su mieux situer sa ligne directrice. Merci beaucoup pour votre verdict. Votre tour, M. Mayotte, en bref, votre verdict. Oui. Donc pour résumer, en fait, ce que j'ai dit à peine quelques minutes, donc au niveau du gouvernement, je pense, j'ai toujours que dans l'ensemble, donc les points amenés étaient peut-être un peu plus concis par rapport à l'opposition qui peut-être
je pense des fois toucher plusieurs bonnes pistes, mais et pas aller jusqu'au bout. Il va peut-être donc toucher un petit peu trop large sans peut-être frapper là où ça fait mal. Alors, je vais donner mon vote au gouvernement. Vote très serré. Et maintenant, pour ce qui est du vote du public, le public a voté en faveur de l'opposition. C'est donc le gouvernement qui remporte la mise et qui passera en finale. On peut les applaudir. Vraiment un très bon débat, un débat très chaud, un débat digne de demi-finale. Donc, en conclusion, je tiens d'abord et avant tout à remercier ces débatteurs ainsi que la Société de débat français de l'Université d'Ottawa qui forme ces débatteurs. Dans un deuxième temps, je veux remercier l'ambassade de France au Canada ainsi que Air France pour la remise des prix. Donc, je le rappelle, billets d'avion pour Paris ainsi que des bourses aux finalistes. Dans un deuxième temps, le service de vie communautaire de l'Université d'Ottawa ainsi que le Carrefour francophone pour croire dans le débat et la télévision Rogers pour nous diffuser et donner ce médium-là. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon débat. On se revoit lors de notre finale. Je suis Simon Nicolas Grandmaître. Bonne journée.